Allez, c'est l'heure de l'info des solutions et en cette journée mondiale du diabète, et bien évidemment, nous avons choisi de nous intéresser à ce thème, comment mieux vivre avec son diabète. Avec nous, nos invités, Eugénie Girardot, bonjour, vous êtes avec nous en plateau. Vous êtes cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Max d'Eugénie. Vous êtes une des rares, si ce n'est la seule offre sur le marché de produits hypoglycémiques pour les personnes qui doivent vivre avec le diabète. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez eu envie de proposer cette gamme. Nous avons aussi avec nous par Skype, excusez-moi, je perds ma voix, Patrick Lartiguet, secrétaire général de l'association Enfance Adolescence Diabète. Vous vivez avec le diabète, je vais retrouver ma voix, pardonnez-moi. Vous vivez avec le diabète, vous allez nous expliquer comment, au fur et à mesure de votre vie personnelle, vous avez appris à vivre avec, quelles astuces éventuellement au quotidien vous avez pu trouver et que vous pourriez partager avec nos téléspectateurs. Et puis vous allez aussi nous expliquer comment vous luttez avec votre association pour faire entendre la cause des personnes qui vivent avec le diabète. Et puis Nathalie Négro, vous êtes diététicienne et responsable du centre nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains et vous avez mis au point un programme spécifique pour les personnes qui vivent avec le diabète. Voilà pour les présentations, ma voix est revenue et tant mieux. J'ai envie d'abord de vous proposer de regarder une initiative. Ça se passe en région, nos équipes de France 3 sont allées rencontrer Hugo qui a décidé lui de vivre avec un chien qui l'aide à voir quand il a besoin de réagir face à son diabète. Regardez. Plus qu'un simple compagnon, Medley est un ange gardien. Il vient d'arriver dans la famille et il a une mission, alerter Hugo quand son taux de sucre chute. Hugo est diabétique. Nous avons tous notre propre odeur. Et lorsque je tombe en hypo ou en hyper, mon odeur change. Et c'est à ce moment-là où le chien, lui, le sent. Et lui a été entraîné pour me le dire. Quand il y a danger, le chien prévient l'adolescent en lui donnant des coups de museau. Oui, c'est bien Doudou. Il a été entraîné à frapper relativement fort pour qu'on puisse bien comprendre que je suis en hypo ou en hyper. Medley ? La nuit, Bouton ? c'est sur cette sonnette que le caniche doit appuyer. Dans sa chambre, la mère d'Hugo est alors prévenue. Avant Medley, je me levais toutes les 3 heures. Hugo peut très bien tomber vite dans un coma. Voilà, reportage tourné en Moselle par Florence Mathieu et nos équipes de France 3. Patrick Lartiguet, je me tourne vers vous. Je ne sais pas si vous avez vous aussi un chien. En tout cas, la piste canine, j'ai envie de dire, est une vraie piste qui fait des merveilles depuis plusieurs années. Les chercheurs s'intéressent beaucoup aux progrès réalisés grâce aux chiens. Les gens que vous connaissez dans votre association, dans les associations en France pour lutter contre le diabète, en bénéficient bien ou pas encore assez ? Bon, ça reste des choses très anecdotiques, sachant que la plupart des gens qui vivent avec un diabète sont plutôt du diabète de type 2 et que là, votre reportage, effectivement, montre un adolescent qui vit avec un diabète de type 1, qui est encore autre chose. Peut-être de souligner que votre reportage parle de diabétiques. Moi, je pense qu'il est important de parler de personnes qui vivent avec un diabète et qu'au-delà de traitement, qu'au-delà de réguler des symptômes, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, c'est d'abord des personnes qui ont un travail, qui ont une vie intime, qui ont une vie sociale. Et comme l'intitule votre émission, vivre avec son diabète, c'est d'abord vivre. Et je crois que c'est important peut-être de réhabiliter ça pour les personnes qui doivent vivre avec une maladie chronique, qu'elle soit, que c'est d'abord faire de son possible, faire de son mieux, et c'est déjà pas mal. Et Patrick, vous faisiez une distinction entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Est-ce que vous pourriez rappeler que on parle pas de la même maladie ? Exactement. Donc le diabète de type 2 qui touche beaucoup plus de monde, plusieurs millions de personnes en France et dans le monde, est dû, je dirais, à une production d'insuline qui est insuffisante pour ingérer l'ensemble des sucres. C'est-à-dire la malbouffe notamment, le fait aussi de pas assez bouger, pas assez faire de sport, c'est ça ?
Alors là aussi, j'ai un peu des problèmes avec malbouffe, pas assez bouger, qui est un discours un peu culpabilisant, sachant qu'on sait qu'il y a aussi des facteurs génétiques par rapport au diabète de type 2. Donc effectivement, c'est une alimentation excessive qui peut entraîner un dysfonctionnement de ce pancréas qui régule le sucre dans le sang. Pour le diabète de type 1, ça n'a strictement rien à voir. Alors c'est vrai que c'est le même nom, ça touche à peu près 200 000 personnes en France. Le diabète de type 1, les cellules qui produisent cette insuline, qui sont des clés, on va dire ça comme ça, qui permettent de faire passer le sucre vers les muscles, en fait, cette insuline, elle est détruite de manière irréversible. Et donc, la personne qui vit avec un diabète de type 1 doit se contrôler sa glycémie au bout des doigts et se faire des injections d'insuline à l'aide soit de piqûres, soit d'une pompe à insuline. Et donc, la personne va se substituer à son pancréas et va devoir avoir un comportement tout au long de la journée. C'est 5 à 6 glycémies par jour, c'est 4 à 5 piqûres par jour, et ça tous les jours et de manière irréversible. Donc, effectivement, ce sont deux pathologies différentes. Les causes sont différentes, mais quand même les conséquences dans la vie du quotidien se rejoignent très souvent. Patrick Lartiguet, si je vous suis bien, mieux vivre avec son diabète, ça tombe bien, c'est la journée mondiale du diabète, c'est d'abord sensibiliser les autres aux éléments de langage pour ne pas vous ranger dans des cases et puis pour ne pas vous considérer soit comme des malades, soit des handicapés, mais bien comme des personnes qui vivent avec ce trouble. Ce que vous dites est très important. C'est la réhabilitation de la notion de personne, avec. C'est pas qu'un organe qui est déficient quand on vit avec une maladie. On est d'abord une personne qui vit avec. Et réhabiliter la personne, ça veut dire que pour un professionnel de santé, ce n'est pas forcément faire qu'une injection d'insuline ou prendre un cachet. C'est intégrer dans son quotidien la vie avec la maladie. Et c'est vrai que l'association, notamment au travers du site Vivre avec mon diabète, c'est plutôt véhiculer l'idée qu'on peut par une meilleure connaissance de sa maladie, apprendre à vivre avec, et notamment ce qu'on appelle couramment l'éducation thérapeutique. C'est cette idée qu'on peut acquérir des compétences et que ces compétences pourront permettre de mieux vivre au quotidien et surtout d'être acteur de sa santé et ne pas la subir. Donc il y a déjà l'intégration de la maladie, parce que c'est un vrai choc quand on nous annonce qu'on a un diabète, qu'il soit type 1 ou type 2. Donc c'est un vrai choc, et petit à petit, plutôt que de dire il faut changer de comportement alimentaire, il faut bouger, il faut, on fait ce qu'on peut. Et je crois que c'est d'abord ça, la prise en soin de la personne, c'est reconnaître qu'elle fait ce qu'elle peut et déjà l'encourager à être autrement le même. Merci Patrick Lartiguet, vous restez avec nous bien sûr. Alors, aider les personnes qui vivent avec le diabète à vivre mieux, c'est aussi, je me tourne vers vous Eugénie Girardot, imaginer des solutions pour leur quotidien, et ça passe bien sûr par l'alimentation, parce qu'il faut faire très attention au sucre. Et alors, autant on a vu exploser le marché du sans gluten, autant le marché des aliments hypoglycémiques, j'ai même pas balbutiant, ça suffit même pas. Il y a rien en fait à part ce que vous faites. Racontez-nous. Alors, c'est un très bon point. Donc nous, chez Maxogénie, on propose en fait des solutions qui permettent à tous les grands gourmands de se faire plaisir avec moins de sucre et notamment avec un indice glycémique beaucoup plus faible. Mais donc c'est vraiment pour les diabétiques ? Pas seulement. On se bat aujourd'hui justement pour dire que manger un indice glycémique faible, c'est meilleur pour tout le monde. C'est ce que disait Patrick. Ça permet de faire de la prévention sur le diabète justement de type de celui qui arrive progressivement. Totalement, c'est exactement ça. Comment ça vous est venu cette envie ? Est-ce que c'est lié à un vécu personnel, à des gens que vous connaissez, à vous-même peut-être ? Oui, alors non, moi je ne suis pas diabétique, mais effectivement, moi par contre, je suis issue d'une famille de meuniers, donc j'ai grandi dans la boulangerie-pâtisserie depuis toute petite. Pour moi, la pâtisserie, c'est vraiment un vecteur de partage, de convivialité, et j'ai des proches effectivement diabétiques, et je me suis retrouvée dans la situation du dimanche midi avec mon grand-père en bout de table et de Paris-Brest qui le regardait avec les yeux en forme de cœur, malheureusement qui ne pouvait pas forcément trop en manger, sinon le pic de glycémie allait arriver
arriver et ensuite c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc c'était de pouvoir trouver aussi une alternative en fait aux pâtisseries traditionnelles pour se faire plaisir avec nos proches et également puisque aujourd'hui on le sait, on consomme à peu près 4 fois trop de sucre par rapport à ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé pour rester en bonne santé. Et justement, cette surconsommation de sucre peut être liée en partie justement à l'augmentation du surpoids, de l'obésité, de diabète de type 2. Donc, c'est pouvoir contribuer justement à se faire plaisir avec des pâtisseries plus saines pour la santé. Nathalie Negro, c'est donc possible en changeant son alimentation, en changeant peut-être son mode de vie, d'être en meilleure santé, peut-être même de guérir de ce diabète de type 2 ? Alors, en guérir, pas nécessairement, ça va dépendre vraiment du stade de la maladie auquel le diabète a été découvert. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que le fait de modifier ses habitudes alimentaires, de modifier son activité physique également, ça va permettre d'améliorer l'équilibre de la glycémie et donc au moins de réduire très fortement les quantités de médicaments que la personne est obligée de prendre au quotidien. Vous avez mis au point un programme spécifique pour les personnes qui vivent avec le diabète. Je rappelle que votre métier, c'est donc diététicienne et que vous êtes responsable du centre nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains. Ça veut dire quoi, un programme spécifique pour les personnes vivant avec le diabète ? Alors, c'est un programme d'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire que nous proposons donc à ces personnes un programme que nous avons fait valider par l'Agence régionale de santé et qui donc propose des consultations individuelles pour déterminer justement quelles sont les problématiques de la personne, déjà où est-ce qu'elle en est au niveau de ses connaissances de sa maladie et également donc toutes les questions qu'elle se pose au quotidien, toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer. Ensuite, nous lui proposons tout un parcours d'ateliers qui sont faits donc par notre médecin thermal, par une infirmière, par les diététiciennes, par les éducateurs sportifs également, à la fois pour améliorer ses connaissances de la maladie, mais surtout pour acquérir de nouvelles compétences, en fait, pour que la personne soit capable au quotidien de modifier ses comportements, de modifier ses habitudes pour améliorer son équilibre glycémique, donc de mieux vivre finalement au quotidien avec sa maladie. Je vous coupe parce que il y a une question quand même qui me vient à l'esprit très concrète pour les téléspectateurs. Ces prises en charge dans des centres thermaux comme le vôtre, est-ce qu'elles sont remboursées par la sécurité sociale ? Est-ce qu'il faut les financer ? Alors, la cure thermale, elle est remboursée donc par la sécurité sociale à 65%, donc c'est-à-dire les soins thermaux, les visites chez le médecin thermal et la cure de boisson. Les programmes d'éducation thérapeutique, eux, sont des programmes qui sont complémentaires, qui sont donc à la charge du patient, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et qui peuvent l'être pour tout ou partie par les mutuelles. Et juste une dernière question rapidement. On a beaucoup parlé du diabète comme d'un facteur de risque lors du Covid. Est-ce que ça a provoqué une prise de conscience chez certains des patients ? Alors, une prise de conscience par rapport à quoi ? Parce qu'en fait, nous, si vous voulez, dans les consultations, en fait, une consultation sur 6 concerne une personne diabétique. Et les gens ont tout à fait conscience justement de la problématique parce que beaucoup ont seulement reçu un traitement médicamenteux, mais sans avoir jamais eu de conseils au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, etc. Donc de toute façon, cette prise de conscience, ils l'ont lorsqu'ils viennent nous voir à Brides. Merci beaucoup pour vos solutions, vos conseils aussi à vous trois, d'avoir été avec nous. Donc Nathalie Negro, Patrick Lertiguet et Eugénie Girardot. Merci beaucoup.